Une servante. Ivan Vazov. La servante de Stoyan Rakov avait quitté sa place au beau milieu de l'hiver. Cet accident, assez fréquent, est une véritable catastrophe pour un ménage à Sofia, où les servantes ne se louent qu'au commencement de l'été ou à la fin d'octobre. Stoyan Rakov était chef de section dans un ministère, et sa femme, jeune, jolie, très en vue, était vice-présidente de 2 sociétés de bienfaisance. On imagine aisément la perturbation qu'apportait dans leur existence ce malheur domestique. Madame Rakova, à l'église, en visite et jusque dans le sein de ces sociétés, ne tarissait pas en plaintes désespérées. « Croyez-vous, madame, que nous sommes obligés, ma grand-mère, ma mère et moi-même, de laver le linge et que je dois descendre à la cuisine m'exposer aux mauvaises odeurs ? Je n'ai pas même le temps d'aller me faire tailler une robe nouvelle dont mon mari m'a acheté l'étoffe depuis longtemps. Et Stoyancho, le pauvre homme, lui, un chef de section, il va lui-même chercher de l'eau à la fontaine, le soir, quand il fait sombre, en cachant la cruche sous son paletot. Il porte même les plats au four chez le boulanger. Son garçon de bureau ne le ferait pas. A-t-on jamais vu pareil malheur ? Tous les vendredis, Stoyan Rakov allait au marché et revenait de mauvaise humeur. « J'ai cherché, disait-il à sa femme en rentrant. J'ai offert des prix fous, et pas une paysanne ne veut venir. Quelques-unes même me toisent insolemment. Ce ne sont plus des chopes, mais des grands d'Espagne. Et les journaux socialistes osent nous parler du prolétariat bulgare. Que le diable emporte les journaux et les écoles. Qu'il m'envoie une servante ou un domestique en bois ou en pierre, et je les écouterai. Et je me ferai peut-être socialiste. Moi, un chef de section. » « Tu ne parles pas sérieusement, » reprenait madame Rakova. « Qu'est-ce que les socialistes ont à voir là-dedans ? Est-ce que les chopes lisent les journaux ? Les servantes, on en trouve toujours. Pourquoi les autres en ont-ils ? Seulement, il faut savoir les conserver. Voilà notre dernière servante, Stoïla. Tu n'as pas voulu m'écouter, et elle est partie. Maintenant nous sommes égarés comme des oies dans le brouillard. »« Que pouvais-je faire de plus ?» répondait Rakov en colère. « Ce n'est donc rien que de donner une telle somme chaque mois, la nourriture, la robe et les chaussures ? Il ne reste plus qu'à doubler de suite les gages des servantes, toutes les fois que l'on voudra nous les enlever. C'est plutôt toi qui les éloignes par ta grossièreté quand tu te mets en colère. Est-ce que je ne t'ai pas entendu traiter Stoïla de cochonne, le jour où il a cassé ta soupière de porcelaine ?» Un vendredi soir, les 2 époux, maussades comme d'habitude, étaient assis devant le guévetch déjà froid, lorsque la porte s'ouvrit brusquement et la tête ébouriffée d'un chop apparut. « Bonsoir. Excusez, » crie-t-il d'une voix de stentor, en ôtant son bonnet. « Avez-vous encore besoin d'une servante ? Voulez-vous cette fillette ?» Et il poussait devant lui une petite fille à l'air effaré. Les 2 époux sursautèrent. Le ciel s'ouvrait devant eux. La voix du chop leur paraissait plus suave que le cœur des séraphins. S'ils avaient besoin d'une servante, la belle demande. Madame Rakova n'en croyait pas ses yeux. Mais non, ce n'était pas un rêve. Le paysan était bien là, dans toute sa majesté de chope, avec sa figure abrutie, ses haillons et l'odeur nauséabonde de crasse et d'oignons qui flottent partout autour de ses pareils. La petite chope elle-même était bien vivante, déguenillée, pouilleuse et chassieuse, comme il convient, avec son air de jeune veau ahuri. Enfin, le bonheur entrait dans la maison. Rakov offrit aussitôt 25 francs par mois, et à sa grande surprise, le père accepta magnanimement sans marchander. Il demanda ce que savait faire la fillette. Elle ne savait rien faire, n'ayant jamais été en service, mais qu'importe. À âne donné, on ne regarde pas au fer, chuchota Rakov triomphant à l'oreille de sa femme. Je garderai ce petit souillon quand ce ne serait que pour aller me chercher de l'eau, se disait madame Rakova. Lorsque j'aurai trouvé une servante plus intelligente, je l'enverrai promener. Ce nigaud de chope croit-il que nous allons donner tant d'argent pour une bête sauvage ? Mais ne réveillons pas le chat qui dort. Le chop et sa fille furent traités en hôtes d'importance. On leur offrit le guévetch préparé par les mains délicates de madame la vice-présidente de 2 sociétés de bienfaisance. Dans la cuisine éclairée à Giorno, un grand feu égayait le banquet. Rakov et sa femme ne se lassaient pas de les contempler. Après le dîner, on leur donna un matelas moelleux, une couverture, un oreiller, et les 2 époux se retirèrent dans leur chambre à coucher en leur souhaitant poliment une bonne nuit. Dans cette crise domestique, la plus grande politesse était de rigueur. Le lendemain matin,
Lorsque Rakov s'éveilla, sa femme était déjà levée. Elle n'était pas dans la chambre. Elle est allée sans doute montrer à la nouvelle servante comment on allume le feu, se dit Rakov, et il se renfonce avec plaisir sous la couverture, car la bise soufflait avec rage au dehors. Tout à coup, Madame Rakova rentre, le visage effaré, bouleversé. Le Chop et sa fille n'y sont plus. Ils ont dû partir de très bonne heure. Rakov saute à bas du lit. « À la police! Arrêtez-les !» s'écrie-t-il, et il s'élance en caleçon dans le corridor. Cependant, le froid le calme aussitôt. Il s'aperçoit de la folie de ses efforts. Il rentre dans la chambre à coucher où les deux époux restent quelques instants frappés de stupeur, les bras croisés, immobiles comme des statues. « Tu les auras contrariés hier soir, » dit enfin Rakov à sa femme. « Tu n'as pas su être douce, humaine avec la fille. Tu ne diras pas que c'est de ma faute. J'ai offert 3 fois plus que le père n'aurait demandé. » Madame Rakova n'acceptait pas ce reproche. Toute la responsabilité retombait sur le mari qui n'avait même pas songé à retirer la clé de la porte de la rue. Autrement, le Chop et sa fille n'auraient pas pu s'enfuir. Quelques mois plus tard, un jour de marché, Madame Rakova aperçut la petite Chop, héroïne de cette aventure, au milieu de paysannes qui vendaient des poulets. Elle la saisit par le bras et la secoua rudement. « Pourquoi t'as-tu sauvé la fille ?» La gamine effrayée se recula et une des paysannes, sa tante, donna le mot de l'énigme à Madame Rakova. Le père n'avait pas l'intention de mettre sa fille en service, mais il s'était attardé à Sofia et il ne voulait pas ouvrir sa bourse pour passer la nuit à l'auberge. Il avait usé de ruse pour se faire offrir l'hospitalité chez les Rakovi. Eh, ces imbéciles de Chop! Les faucheurs. Éline Péline. Une merveilleuse nuit d'été, tiède et fraîche, descendait sur la terre. La plaine sans fin de Traki, noyée d'ombre, se confondant à tous les points de l'horizon avec l'abîme céleste et bercé du chant monotone et doux des crapauds et des grillons, s'abandonnait langoureusement au sommeil. C'était l'heure où, sous la majesté du ciel profond et plein d'étoiles, tombent la paix et le calme silence. La nature découvre son sein ardent et, doucement pâmée, expire entre les bras puissants de la nuit. Balançant sur ses eaux troubles de légères épaves, la Maritza chante sa chanson tranquille et, avec sa lenteur légendaire, se glisse le long des rives sombres, couvertes d'épais taillis de saules. Un souffle frais et humide monte de ses profondeurs mystérieuses. Parmi le silence, une claire voix d'homme venant des prés tout proches éveille les échos. « Andrea! Andrea! »« Me voici !» répond une autre voix lointaine. Au bout de quelques instants, un feu s'allume. Des flammes brillantes ondoient joyeusement, mais leurs rayons, comme absorbés par la nuit victorieuse, ne permettent que d'entrevoir, accoudés autour du foyer, 5 faucheurs vêtus de blouse. Le feu projette des reflets étranges sur leurs rudes visages, brûlés par le soleil, et sur leurs mains aux veines saillantes qui émergent de leurs manches retroussées. Ce sont de robustes paysans des environs de Zazor. La faux sur l'épaule, ils sont venus chercher du travail dans la plaine de Traki, où les foins sont précoces. Le moins âgé d'entre eux, maigre et brun, a les yeux vifs et brillants. Toutefois, son visage jeune, presque enfantin, est empreint de tristesse. L'aîné, 30 ans environ, la face pleine et colorée, marquée de variole, relève jusqu'à ses oreilles d'un air conquérant de grandes moustaches blondes. Ses yeux gris rient constamment. Posément, lentement, il conte une histoire, tout en regardant le petit chien blanc couché devant lui près du feu. Il y avait une fois, dans un royaume, une reine. Elle était belle, si belle qu'il n'en existait pas une semblable au monde. Ses cheveux flottaient derrière elle, pareils à une rivière de soie, et brillaient comme de l'or. Ses yeux étaient aussi noirs que la nuit qui nous entoure, et quiconque l'avait entrevue sentait sombrer son âme dans un abîme d'amour et de souffrance. Son cou blanc et pur brillait comme les eaux d'une cascade écumante sous les rayons du soleil. « Si tu mentais un peu moins, Ivan, » dit le jeune homme en respirant profondément. « Tais-toi, Lazo, tais-toi » s'exclament les 3 autres auditeurs. « Mais c'est un conte, gamin. »« Oui, des balivernes, des racontards de mère grand, reprend avec vivacité Lazo.
mais d'un regard craintif, hésitant, il regarde autour de lui dans l'obscurité où, à quelques pas, se meut doucement parmi les saules la silhouette noire de l'âne en train de brouter. « Mais oui, c'est un conte. Comprendras-tu enfin ?» reprend Ivan. Et il ajoute. « Pourquoi demander la vérité d'un conte? Pourquoi? Aimerais-tu mieux alors que je te parle, par exemple, des caleçons en loques du grand-père Todard, ou bien du bonnet déchiré de notre brave curé? Veux-tu savoir comment des va-nu-pieds comme nous s'en vont, la faux sur l'épaule, une galette de maïs dans leur besace, battre les routes durant toute une semaine pour atteindre Traki, où ils faucheront sans relâche? Cela, gamin, c'est de la vérité vraie, n'est-ce pas? Eh bien, qu'en as-tu besoin de cette maudite vérité? Et ces histoires extraordinaires que tu me racontes, qu'en ai-je besoin? Répond Lazo. Elles sont extraordinaires, oui, mais elles sont belles aussi. On écoute. Et puis, on oublie tout. On n'est plus le même. Ces choses merveilleuses nous semblent être la vérité. On les vit, on se fond en elles comme si on allait renaître. C'est pour cela qu'il y a des fables et que les hommes les racontent. C'est pour cela aussi qu'il y a des chansons. Et Ivan reprend son récit. Cette reine, donc, avait le cœur comme un brasier. 3 fois elle s'était mariée, et les 3 princes, ses époux, la nuit même de leurs noces, moururent entre ses bras. Elle les étouffait dans les ondes de ses cheveux, et prenait plaisir, telle une goule, à aspirer sur leurs lèvres tout leur sang rouge, et à s'en repaître. Ivan prononce ces derniers mots d'un ton âpre, en serrant les mâchoires comme s'il enfonçait un couteau. Les auditeurs qui, d'attention, retiennent leur souffle, répondent à ce coup de poignard supposé par un long soupir qui s'échappe de leur poitrine haletante. Lazo frappe la terre du poing. « Ah, la sorcière !» dit-il. Les autres, séduits par le conte, lui font signe de se taire. « Après » demanda Lazo. « Que veux-tu de plus ?» dit tranquillement Ivan. « C'est fini ?»« Sorcière !» répète Lazo. « Hé Ivan, j'accepterais pourtant pareille mort. Vraiment, oui, je l'accepterais. Me noyer dans ses cheveux d'or. Volontiers. Et qu'elle aspire mon sang, qu'elle le boive jusqu'à la dernière goutte, et que vienne la mort. Toi? Allons, je le verrai que je ne le croirai pas, dit un des auditeurs. Tout en arrangeant le foyer, il se met à rire d'un rire bruyant et moqueur. Ta Penka, elle aussi, a des cheveux d'or. Pourquoi ne t'a-t-elle pas tué? Ma Penka, elle, n'est pas comme la princesse. Elle est calme. Oh oh, dit Stamo, qui jusque-là est resté pensif sans prendre la parole. C'est pour cela que tu l'abandonnes et que tu viens traîner jusqu'ici? Ton cœur aussi est éteint, camarade. Il n'y a même pas un mois que tu es marié, et tu es déjà las de ta femme. Tu la délaisses. Il a un regard dur, un visage immobile et qui, à la lumière du foyer, semble être de pierre. Son accent est rude et pesant. « C'est mon affaire !» répond Lazo d'une voix sourde. « Alors son affaire à elle, c'est de chercher un autre compagnon, s'il n'est pas déjà trouvé, » reprend Stamo. « Ne crains rien, » dit Lazo avec un sourire contraint, comme s'il était effleuré par un vague soupçon. Puis, un long silence succède. Le bois est presque entièrement consumé. Les dernières flammes tremblotent au-dessus du foyer et jettent, dans un dernier effort, quelques lueurs rapides, avant de s'éteindre. Quelque part, dans le lointain, retentit un cri aigu, comme le gémissement plaintif d'un oiseau frappé d'une balle en plein vol et tombant, pour mourir, dans les eaux sombres de la Maritza. Les faucheurs se regardent avec crainte. Leurs yeux s'interrogent. Ivan lève le doigt et écoute attentivement. « C'est un hibou !» dit-il. Dans les saules, l'âne effrayé fait entendre par intervalles le son fêlé de sa clochette. Le petit chien s'élance en aboyant contre les ténèbres. Le mystérieux silence de la nuit est angoissant. Lazo soupire profondément. « Soupire, camarade, soupire !» plaisante ironiquement Ivan. « À la maison, tu as une jeune femme. » Et il reprend sur le ton de ses contes. « La jeunesse a le sang impétueux, camarade. Ne vous étonnez pas que de jeunes épouses trahissent les imprudents maris qui les délaissent. Vous saviez ce que disait le moine Misaïl lorsqu'il coupa sa barbe et rejeta son bonnet? Grand-père archevêque, le cœur réclame ses droits. Ce sera facile pour Penka. Les amoureux ne lui manquaient pas, dit froidement Stamo en s'étendant sur le sol. De nouveau, Lazo regarde craintivement dans l'ombre.
Les mots cruels de Stamo l'ont frappé au cœur. Le feu est éteint. Il fait nuit noire. Tous sont étendus. Une étoile glisse en coupant le ciel d'un sillon de feu. Un mortel vient de rendre l'esprit, murmure Laso. Ou bien quelque jeune épouse a trahi ses devoirs, répartit sans bouger Ivan. Connais-tu, Laso, poursuit-il, la chanson de Stoyanitza, l'épouse infidèle? Elle n'est pas aussi merveilleuse que le conte. Veux-tu que je te la chante? Que m'importe, dit Laso. Aussitôt, dans l'obscurité s'élève une voix de ténor forte et douce à la fois. Elle commence un chant d'amour dont les mots sont comme des fleurs jolies et parfumées que l'on tresse en couronne. Ils coulent l'un après l'autre, empreints d'une douleur infinie, entraînés dans le torrent enflammé des sons. Avec grâce, mais mouillés de larmes, il raconte l'histoire de l'épouse infidèle de Stoyan. Marié de la veille, le jeune soldat Stoyan, au moment de partir, demande à sa jeune et belle épouse de ne pas aller, si elle l'aime, chercher de l'eau à la source de Gourgoulov. À peine Stoyan a-t-il disparu que Stoyanitza se souvient du jeune Gourgoul qui, si souvent, l'a courtisé. Coquette, elle s'habille, pique une fleur au-dessus de son oreille, et, balançant sur son épaule le fléau au dessous argenté, s'en va vers la source maudite. Dès que Gourgoul a vu la belle, tout aussitôt son cœur bondit, et son noir regard étincelle. Ivan s'interrompt et se soulève à moitié pour demander. « Cette chanson te plaît, Laso ?» Laso ne répond pas. « Il dort, » dit Ivan en s'appuyant sur son coude. « Ou bien, il pleure, » ricane Stamo. « Si j'étais à sa place, depuis longtemps déjà je serais de retour au logis. Il ne faut pas tenter Dieu, » dit Ivan moqueur. Mais Laso s'est couché et songe. Les sarcasmes de ses camarades l'ont piqué au cœur comme des épingles acérées. Une souffrance l'étreint à la gorge et l'étouffe. À ce jeu perfide, un doute s'est élevé dans son âme. Certes, Penka l'aime, mais les yeux que l'on ne voit pas sont si vite oubliés. Elle peut se laisser entraîner et dans son inexpérience de la vie commettre quelque faute. Hier, il m'a prise, et aujourd'hui il m'abandonne, se dira-t-elle. Et alors? La triste histoire que racontait la chanson entraîne la pensée de Laso jusqu'à son village. Là aussi, il y a une source, cachée dans un petit bois, où chaque matin et chaque soir se rend sa Penka. Un gémissement d'angoisse s'échappe de la poitrine de Laso. La nuit s'avance. Toute la campagne est plongée dans un profond sommeil. La faible clochette de l'âne s'est tue. Le petit chien, qui ne semble plus qu'une boule blanche, s'est endormi paisiblement près du foyer dont quelques flammes, dans une dernière agonie, vacillent encore pour s'éteindre enfin. La Maritza, doucement, fait entendre le léger clapotis de ses eaux troubles qui, entre les bords endormis, racontent à la nuit de fantastiques histoires. L'un après l'autre, les faucheurs se sont endormis. Autour du foyer, immobiles dans la nuit, s'estompent leurs corps robustes enroulés dans leurs manteaux. Seul Laso ne dort pas. Les plaisanteries de ses compagnons ont troublé sa jeune âme et son esprit perçoit de cruelles visions. Sa pensée s'envole vers son visage, vers Penka. Il la revoit mince, active, blanche comme la neige. Elle est debout sur le seuil de sa maison. Longuement, tristement, elle contemple la route poussiéreuse qui serpente entre les champs, jusqu'au pays lointain. C'est par là qu'est parti Laso. Il l'a laissé, pour gagner un peu de cet argent maudit. Hélas, les temps sont devenus difficiles. Que pouvait-il faire? Demain, de bonne heure, elle se lèvera, alerte et fine comme une biche, et ira à la source pour y puiser de l'eau. Là, elle trouvera peut-être... il sait bien qui. Lui a-t-il assez fait la cour? L'a-t-il assez poursuivi quand on s'assemblait pour danser? C'est une tête folle, mais il est rusé et batailleur. Et Penka est bien jeune, et bien imprudente. Maintenant, il voit les broussailles sombres et touffues qui entourent la source. Dans leur verdure apparaît le visage blanc et charmant de Penka. Elle se penche, et soudain, vers elle, se glisse avec un geste de caresse une main d'homme, une main d'étranger. De rage, Laso a bondi. Il se lève. « Qu'est-ce que je fais ici ?» songe-t-il en se dépouillant de son manteau. La nuit est silencieuse. Seuls les grillons font entendre leur chant paisible et leur voix répète doucement. « Penka, Penka, Penka !»
Quand à l'aube se réveillèrent les faucheurs, Laso n'était plus avec eux. Branko l'aveugle, Janko Veselinović. C'est par un triste jour d'automne. Le froid est si vif qu'il pique comme avec des aiguilles les visages et les mains. Le ciel gris et maussade ressemble aux sourcils d'un vieux grognon. La terre trempée glisse en boue sous les pas. Le vent souffle en tempête à travers les arbres nus de la forêt. L'horreur des choses pénètre le cœur de tristesse et de crainte. Un enterrement traverse le village. En tête marche un vieux paysan, porteur de la croix où pend une banderole dont la soie claque au vent. Puis vient, en priant, le prêtre sous une chasuble de toile barrée d'une croix rouge, suivi par 4 hommes soutenant le cercueil sur leurs épaules. Le cortège se complète des amis, hommes et femmes, tous semblent porter à la fois le deuil de la morte et du jour glacial. Les passants se découvrent sur le passage du convoi et rendent honneur à celle qui n'est plus. Leur sympathie va plus ardente vers un vieillard qui suit immédiatement les porteurs et que soutiennent 2 amis. Ce vieil homme est le grand-père de la défunte. L'humble enterrement gagne sans hâte le cimetière. Le vent emporte au loin, très loin, les chants liturgiques du prêtre. Au moment où les porteurs posent la bière près de la fosse, le vieux s'écrie « Déjà !» Et les bras sont levés vers le ciel. Le prêtre lit « Terre du Seigneur, reçois-la et donne-lui le repos éternel. » Puis il jette sur la morte quelques poignées de terre humide. « Attends, Pop !» reprend le vieux, tandis que son regard éteint vise toujours le ciel et que ses cheveux blancs volettent sur sa tête, secoués par la bise. « Attends, je veux encore l'embrasser. Ma petite fille, mes yeux, ma vie. Je ne puis déjà m'en séparer pour toujours. » Le vieillard, se dégageant des bras de ses amis, marcha vers la fosse comme pour s'y jeter. « Reprenez-le !» dit le prêtre, « il va tomber dans la fosse. » Le vieillard continua, sanglotant. « N'ayez pas peur. Dieu n'a pas daigné me faire cette grâce de mourir en même temps qu'elle. Il a pris la fleur à peine éclose et dédaigné le vieux aveugle Branko. » Il se précipita sur le corps de la morte et lui parla. « Oh, chers yeux de ton grand-père, mon beau fruit d'or, pourquoi m'as-tu abandonné? Où ira-t-il ton vieux grand-papa, puisque Dieu l'a toujours privé de la lumière? Ma petite colombe, mon hirondelle, parle-moi, dis-moi tout ce que tu voudras. Tu te rappelles que ton grand-père aimait entendre ta jolie voix douce comme le chant du rossignol? Militza, ton grand-père a soif, apporte-lui un peu d'eau. » Le vieillard embrassa son enfant. Les assistants pleuraient, et aucun d'eux n'eut la dureté de séparer le malheureux de sa chair morte. Il reprit. « Ma petite chanteuse, qui désormais chantera pour grand-père? Qui fera avec lui la causette? Eh bien, tu ne réponds pas, petite capricieuse. Allons, je vois que tu ne m'aimes plus. Ça m'est égal. Un de ces jours, je tomberai et me casserai une jambe. Peut-être bien que je me tuerai. Mais toi, Militza, ma petite oiselle, tu te moques de ce qui peut m'arriver. Tu ne te soucies plus de ton pauvre aveugle. Oncle Branko, c'est assez, dit un voisin. Soumets-toi à la volonté de Dieu et revenons à la maison. À la maison, dit le vieillard. Où est ma maison? Et qui ferais-je? Quand elle serait le palais de l'empereur aux murs de diamants, que me ferait cela? Ne suis-je pas aveugle? Là est toute ma richesse. Et le vieux désignait la fosse en se penchant vers la morte. Les voisins voulaient l'emmener de force, mais il s'entêta à rester jusqu'à ce que la bière fût descendue dans la terre. Alors, s'adressant au ciel, « Mon Dieu, Seigneur, pourquoi m'avoir condamné à subir la mort de mon enfant ?» Le prêtre l'interrompit d'une réprimande amicale. « Tu offenses le bon Dieu. Je ne suis qu'un homme, et Dieu m'a fait naître dans le péché. Je ne puis que gémir et me plaindre. Tu ne sais pas, Pop, qui j'ai été. J'avais 2 fils. Dieu me les a pris. D'abord l'aîné, je remerciai le Seigneur. Puis le plus jeune mourut à son tour.
me laissant une petite fille. Je remerciais encore le ciel, puisque telle était sa volonté. N'est-ce pas lui qui donne et reprend? Ensuite je devins aveugle. Mais dans la nuit où j'étais plongé, luisait pour moi une douce étoile, ma petite fille, Militza, et la clarté qu'elle répandait en mon âme m'était aussi précieuse que la lumière du soleil que je ne vois plus. Et je criais, « Seigneur, je te remercie. Aucun n'est plus puissant que toi. » Mes belles filles se remarièrent et moi je chantais toujours. Oui, Pop, mon ami, j'étais heureux puisque j'avais Militza. Mais maintenant, dis-moi, que ferais-je? Où diriger mes pas, moi, l'aveugle, dans cette nuit sans fin? Il fixait le prêtre de ses yeux sans regard, et la colère le rendait si effrayant que le prêtre se sentit défaillir. Si Dieu ne m'avait refusé le don des larmes, je pleurerais. Mais puisqu'il m'a enlevé cette consolation, tous les sanglots que je refoule dans mon cœur m'inondent de douleur. Pop, il faut que Dieu me pardonne, car il m'a fait beaucoup souffrir. On le prit par les bras et on le ramena vers sa maison. Il allait lentement, à regret, baissant sa tête sur qui ruisselait la pluie chassée par le vent. Il ne souffla mot à personne, en dépit des questions qu'on lui posait pour tâcher de distraire sa peine. En arrivant à la maison, ceux qui l'avaient accompagné s'attablèrent et se mirent à manger. Le repas terminé, un voisin, Miladine, dit au vieil aveugle, « Oncle Branco, si cela ne doit pas te fâcher, je te dirai quelque chose. »« Quoi ? Viens chez moi. Tu fus l'ami de mon défunt père, et tu as partagé avec lui le pain et le sel. » Mais l'aveugle, branlant la tête, refusa. « Je te remercie, Miladine. »« Pourquoi refuser ? » ?»« Ah, n'augmente pas mon chagrin. Vois-tu bien, je ne puis quitter cette maison où elle est morte, cette place où son corps a vécu. J'y resterai. Tu ne peux demeurer seul. » Élevant ses mains au ciel, Branco répondit. « Celui qui m'a fait solitaire ne saurait m'abandonner. » La douleur du vieil homme émouvait tous les cœurs. « Tenez-moi un bâton. Je vais vous dire où vous en trouverez un dans ma chambre. Auprès de la porte. Donnez-le-moi. C'est elle qui l'avait coupé. » Une femme alla dans la chambre et rapporta le bâton. « Tenez, mon oncle. » Le vieillard prit la canne et, promenant dessus ses doigts, dit gaiement. « Oui, c'est elle qui avait taillé ce bâton pour moi. Je m'en souviens. Elle était assise près du feu avec moi, et tout en riant, elle me faisait cette canne. Eh, parbleu, c'est ma petite Militza !» Et Branco flattait le bois. Puis, s'appuyant sur lui, il se leva et vint jusqu'à la porte de la chambre. En tâtonnant, il l'ouvrit, s'enquit de ce que faisait Militza, puis déclara. « Ah, je vois maintenant. Je n'ai plus besoin de personne. » Il trouva un escabeau, le porta au coin de l'âtre et s'y assit. La plupart des convives étaient partis. Quelques voisins demeurés rangèrent les meubles et nettoyèrent la maison. Tout à coup, le vieil homme leur cria. « Allez chez vous, mes enfants !» Et quand tous furent partis, le vieux demeuré seul près du feu, écouta la grande fureur du vent déchaîné dans la nuit. Les jours passèrent. Le vieillard vécut longtemps encore. Il ne témoignait de sympathie qu'au bâton taillé par Militza et qu'il appelait du nom même de sa petite fille. L'hiver vint et chaque jour tombait la neige. Des voisins charitables apportaient à l'aveugle des aliments et quelques boissons qu'il n'eût pas demandées, étant capable de rester plusieurs jours sans manger ni boire dans l'accablement de sa douleur. Souvent, les voisins l'entendirent qui parlait à Militza. « Ma petite colombe, tu sais bien que grand-papa t'adore. Assieds-toi sur mes genoux et raconte-moi quelque chose. J'aime tant te voir. Ah, Dieu est bon puisqu'il a voulu te conserver à moi. » Il parlait ainsi tout seul, puis, si quelques personnes venaient le voir, il se rappelait aussitôt la mort de Militza et la pleurait comme une mère son enfant. « Hélas, que devenir, solitaire? J'ai perdu ma fille douce comme un agnelet, et qui maintenant dort toujours sur la terre glacée. Mais Dieu est bon, j'espère qu'il me prendra aussi bientôt. » Un jour, Miladine lui apporta du bois. « Qu'en dis-tu, oncle Branco? Je ne me souviens pas d'un hiver aussi froid que celui-ci. » Le vieux se prit à rire et déclara. « Mais non, il ne fait pas froid. Écoute, j'ai rêvé hier soir de ma Militza. Elle est venue ici,
s'est assise à côté de moi et m'a dit « Grand-père, je viens te prendre. Tu ne sais pas comme il fait bon chez nous. Ni froid, ni vent, ni peine, ni souffrance. Tous les jours je serai avec toi et cueillerai des fleurs pour te faire des bouquets. Je chanterai cette chanson que tu m'as apprise. Tu te la rappelles? Le soleil dort sur les genoux du bon Dieu. Et puis, chez nous, pas d'aveugles, ni d'infirmes. Tous s'y portent bien. Je m'y plais beaucoup. Ah, Miladine, si tu savais comme je désire qu'elle revienne bientôt me prendre. » Miladine, d'un signe, acquiesça et sourit. Au lendemain d'une nuit très froide, la femme de Miladine vint chez l'oncle Branco et le trouva appuyé au mur près de l'âtre éteint. Sa tête était renversée, ses yeux grands ouverts, ses lèvres toutes bleues. La main gauche de l'aveugle reposait sur ses genoux tandis que la droite étreignait le bâton de Militza. « Que faites-vous, mon oncle ?» demanda la visiteuse en prenant la main gauche de l'aveugle et l'abandonnant aussitôt qu'elle la sentit glacée. « Il est mort !» dit-elle. « Il repose !» Et la femme du voisin Miladine courut à sa maison annoncer la mort du vieux Branco.